9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bonjour, bienvenue. L'actualité économique jusqu'à 10h. Retour bien sûr de ce mot de croissance. Car tout le monde est d'accord sur la croissance, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les outils. Pour faire très court, le pacte budgétaire à 0,5% de déficit structurel est acté dans les termes utilisés par Angela Merkel. Après, peut-on allonger les délais de retour à meilleure fortune pour éviter justement une austérité trop violente? Et après, le terme de croissance, on peut sans doute rendre la paternité du débat à François Hollande, qui porte Kazakh croissance véritablement. Le problème, c'est qu'après, les outils que l'on met derrière ce mot sont quand même très différents. François Hollande voudrait des eurobonds. François Hollande voudrait une banque européenne d'investissement plus puissante. Il voudrait une taxe sur les transactions financières et globalement métamorphoser les fonds structurels non utilisés de l'Union européenne en crédit direct aux entreprises. Et puis maintenant, il appelle également une baisse des taux de la BCE ou encore à ce que la BCE prête directement aux États, ce qu'elle n'a pour l'instant jamais fait en direct. On a Angela Merkel qui serait prêt à lâcher sur la banque européenne d'investissement, qui serait sans doute prêt à élargir le principe de taxe sur les transactions financières initié par Nicolas Sarkozy, mais c'est niet, ou plutôt nine sur les eurobonds très clairement. Et puis la BCE qui elle aussi nous indique qu'il faudra certes de la croissance, mais le pacte budgétaire, on ne pourra pas s'en affranchir, que les solutions se trouveront pays par pays, qu'il n'y aura pas de pochette surprise en Europe et que ça passe par la baisse des dépenses publiques et par le non-relèvement des impôts et également pour plus de justice, la flexibilité du marché du travail. Pour en parler, Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Olivier est actuaire, il est l'auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel, et il anime le blog www.les-crise.fr. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Directeur de la revue Sociétale, professeur à l'ESCP Europe, économiste à l'Institut de l'entreprise et auteur de Ricardo revient. Ils sont tous restés keynésiens. Ils sont restés keynésiens. Ah, j'ai toujours mis tous. Je vais quand même le rayer une bonne fois pour toutes. Mais tous d'ailleurs. Hein. Tous, c'est là, c'est les eurobonds. Chez Bourrin, c'est dingue. On est exactement dans la thèse de votre livre. On a d'un côté des keynésiens et des ricardiens. Enfin, c'est extraordinaire. Alain Madelin, bonjour. Bonjour. Président du Fonds Latour Capital, ancien ministre. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Homer, sous-entendu croissance avant rigueur, ou Mercande, sous-entendu rigueur obligatoire, et puis croissance, on verra ce qu'on peut faire? Oui, Alain Madelin. Alors, François Hollande a eu totalement raison dans cette campagne. Vous l'auriez dit il y a 3 semaines, un mois. La question de la croissance, je l'ai dit, et j'avais moi-même ici, comme d'autres, d'ailleurs comme tout le monde, c'est une question de bon sens. L'austérité seule ne peut pas marcher. Il est évident qu'il n'y a pas de sortie de la crise tant que nous n'avons pas retrouvé des taux de croissance supérieurs aux taux d'intérêt. C'est une banalité de dire. C'est une banalité Une fois confondante. que vous avez dit cela, de quelle croissance parle-t-on, Voilà. bien évidemment. Moi, vous posez la question entre Homer, Hollande, donc Merkel, ou Mercande, au fond, Merkozy. La politique de Merkozy, c'est-à-dire la rigueur pure et dure, la discipline à l'allemande, ça a foiré. À mes yeux, ça a foiré. Et vous avez eu un signe important, le 22 février dernier, une lettre signée par 12 pays européens, menée par un axe dont il va falloir parler, c'est l'axe Cameron-Monti, en Italie, qui, accompagné par les Espagnols et par tous les pays nordiques, qui ont proposé une initiative de croissance, tenez-vous bien, faite sur quelque chose qui est assez différent, me semble-t-il, de ce que dit Hollande, qui est une très grande ouverture de l'Europe au libre-échange, et notamment en direction d'une zone transatlantique, et des réformes de structure très audacieuses pour libérer l'offre. Pour faire simple, je vous dirais que c'est le retour de la directive Bolkestein, voilà. Le Frankenstein de la littérature économique. C'est assez madelinien comme. Donc vous avez comme tout position. ça qui est sur la table. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais un compromis entre toutes ces thèses, c'est ce qui nécessairement sortira, à mon avis, de ces séries de rencontres qui vont s'organiser dès maintenant. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce qu'a dit Alain Madelin, ou alors est-ce que vous voulez ajouter, parce que sinon je vais plus loin? Non, je veux ajouter deux choses Daniel. par rapport à ça. Je crois qu'effectivement, ce qui est frappant, c'est que la ligne Cameron-Monti n'a pas été proposée aux élections en France. C'est-à-dire que vous aviez... Vous imaginez, celui qui propose ça, Jean-Marc, aujourd'hui, l'odieux libéral vendu à la boucherie régano-thatchérienne. Oui, ça veut dire qu'effectivement,
effectivement, le paysage politique français n'a toujours pas intégré Ricardo, la ligne Cameron-Monti, la modernité. Non mais Jean-Marc, l'anti-sarkozysme, ça permet de faire campagne, mais c'est pas un projet politique. Donc ça y est, maintenant c'est fini. Je veux pas couper trop Jean-Marc, mais juste un mot pour dire que ça n'a pas été présenté. Simplement, la prégnance des questions européennes fait que, à mon avis, ce sera et ce devra être présenté comme perspective aux prochaines élections européennes de 2014. Je suis tout à fait d'accord. La France ne pourra pas rester isolée par rapport à cette ligne, qui est la ligne, à mon avis, d'avenir, qui est la ligne, effectivement, qui est mise en avant par la lettre du 22 février et qui n'existe pas sur l'offre politique française ou de façon extrêmement marginale. La deuxième remarque, c'est que M. Hollande s'attribue le mérite d'avoir mis en avant la croissance et d'avoir renversé la table, puisque tout le monde dit qu'on renverse la table. Maintenant, depuis l'élection présidentielle, là aussi, tout le monde renverse la table. Donc, d'avoir renversé la table européenne, je pense que c'est habile, mais c'est faux. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a eu la lettre du 22 février. La présidence de l'Union européenne en ce moment est une présidence danoise. Et le Danemark, ne faisant pas partie de la logique de Maastricht, puisqu'ils sont avec le Royaume-Uni dans une logique d'exclusion par rapport à Maastricht. C'est-à-dire que tous les autres pays, partageant ou ne partageant pas l'euro, considèrent que Maastricht s'impose parce qu'ils vont vers l'euro. Le Danemark et le Royaume-Uni ne vont pas vers l'euro. Ils ont explicitement indiqué que ce n'était pas leur démarche politique et économique. Or, les Danois ont dit, puisqu'on n'est pas dans Maastricht, nous on ne va pas à Mercosur, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre problème. Donc on va mettre en avant le problème de la croissance. Et donc le dernier sommet européen, sous présidence danoise, s'est organisé autour de la croissance. Or, ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre danois est une socialiste. Et elle n'a pas du tout mis en avant les eurobonds. Elle n'a pas du tout mis en avant une relance keynésienne. Pour elle, elle est plutôt socialiste sur la ligne Cameron-Monti. Socialiste du Nord. Socialiste du Nord. Donc je pense que la croissance est au centre depuis un certain temps et que le véritable débat, c'est Cameron-Monti généralisé, et nous arrivons sur la place en disant on va faire des eurobonds, on va faire du Keynes à la Roosevelt années 30. Globalement en train de nous dire que les rapports de force traditionnels de la construction de l'Europe pourraient quand même sensiblement changer. Oui, je pense. Olivier Burrier, est-ce que vous voulez ajouter un truc sur ce qui a été dit ou pas ? Allez-y. Que l'austérité à l'allemande, à l'italienne, à l'espagnole, à la grecque et à l'anglaise ne marche pas, c'est pas une très grande surprise. Ça fait une vingtaine d'années qu'on vit à crédit et qu'on achète de la croissance fictive à crédit en s'endettant. Il est bien évident, à partir du moment où on coupe la dette, on coupe immédiatement la croissance. Alors après que le débat revienne sur la table, moi, franchement, je trouve que c'est des idéologies des années 70-80. On saute sur sa chaise en criant croissance, croissance, croissance. Olivier, on est en 2012, il faut bien donner du boulot aux gens et gagner de l'argent en vendant des produits. Bien sûr qu'il faut donner du boulot aux gens, mais la question, c'est comment on fait pour donner du boulot aux gens sans croissance. Ça fait 5 décennies exactement que chaque décennie, il y a un point de moins de croissance. Alors, on peut continuer à rêver que la décennie du pic pétrolier, de la crise des dettes publiques, des crises politiques majeures en Europe, on va avoir de la croissance phénoménale. Il faut essayer de l'avoir. Bien sûr qu'il faut essayer, mais on devrait peut-être partir de l'idée qu'il n'y en aura pas et de voir dans ce cas-là comment on arrive à avoir une économie qui marche sans croissance. On voit qu'on est très loin de là. On a de nouveau des incantations de la déesse croissance qui sont un des axes forts du Parti socialiste. Eh bien, rêvons qu'on va voir la croissance. Faisons... Jean-Marc parlait de Keynes, mais il n'y a rien de keynésien dans ce qu'on fait. C'est pas du keynésianisme. Si on décidait de relancer la croissance par de l'argent public européen, il y a une forme de keynésianisme. Mais non, ça c'est de l'imbécilité en fait. Parce que le Keynes dit quand ça marche mal, on investit, quand ça marche bien, on rembourse les dettes. C'est-à-dire, on n'investit pas par de la dette quand ça va bien et quand ça va mal. Sinon, ça finit dans le mur. Donc voilà, de nouveau des projets d'aller endetter l'Europe maintenant avec des eurobonds. Alors c'est vrai que sur la planète, il y a une structure qui n'est pas endettée, c'était l'Union européenne. Évidemment, les États ayant été gérés comme des gorées avec des dettes phénoménales, l'Europe s'était pas endettée. Maintenant, on a encore une bonne idée. On va rajouter 200, 300, 500 milliards de dettes à l'Europe. Bon, pourquoi pas ? De toute façon, c'est autant de dettes qui finira restructurée. Les eurobonds, on vient d'en parler. On va donc parler des autres aspects. Banque européenne d'investissement, est-ce qu'il y a un levier de croissance possible ? Taxe sur les transactions financières française qui prendrait une dimension européenne, les fonds structurels transformés en crédit aux entreprises. Pour l'instant, l'ouverture libérale et l'axe transatlantique Camonti, je n'en ai pas effectivement entendu parler dans l'axe Mercande. On verra ce qui peut en ressortir. Et puis, la Banque Centrale Européenne doit-elle lâcher sur les taux ? Globalement, baisser encore des taux déjà très très bas, ou alors se moucher avec ses statuts et prêter directement aux États. On en est à peu près là, il est 9h15. 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts.
Bon, retour avec Jean-Marc Daniel, Olivier Berruyer et Alain Madelin sur ces histoires de croissance. J'aimerais qu'on fasse court. Les eurobonds, on en a parlé. On est tous d'accord pour dire que ce serait fabriquer de l'hyperdette européenne pour rembourser de l'hyperendettement. Niet. Hein. Oui, ce que vient de dire Olivier est très important. C'est-à-dire qu'on a trouvé un endroit où il n'y avait pas encore de dette. Donc on va y mettre. On a trouvé magie. On va pouvoir. Non, mais, bon. Alors les eurobonds au départ, c'était pas ça. C'est-à-dire les eurobonds, c'était une sorte de consolidation du FESF qui était une idée de mutualiser la dette dans une logique que ça avaient fait les Américains en 1790. Là, c'est l'idée. On va donner un nom nouveau. Vous venez de nous parler de la naissance des États-Unis. Voilà. Vous venez de nous parler de la naissance des États-Unis. D'accord. Là, on a trouvé un moyen qui consiste on a trouvé un agent économique qui n'est pas porteur de dette, donc on va le charger de dette. Donc il y a un détournement du mot, à mon avis. Oui, enfin le bout du bout, quand même, Jean-Marc, c'est que si on faisait les eurobonds. Canal futur, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'on supprimerait la dette française, la dette allemande, la dette... Non. Dans la logique de ce que propose à l'heure actuelle François Hollande, il ne s'agit pas de faire un changement de statut de la dette de chaque État, il s'agit vraiment de rajouter un stock de dette à la dette qui existait déjà. François Hollande propose 3 choses. Première possibilité, il n'y a qu'à mutualiser. Ça, c'est ce que l'on appelle les eurobonds. On fait un paquet commun de la dette, etc. C'est l'union fait la force qui parle. Exit, personne n'en veut. Deuxième solution, il n'y a qu'à monétiser. La Banque centrale, elle a qu'à se transformer en planche à billets. Les Allemands ne sont pas tellement pour. L'hypothèse que cela se produit, c'est assez faible. Troisième possibilité, il dit, c'est la possibilité de transaction. C'est de dire, au fond, eurobonds, project bonds, quelle est la différence entre les eurobonds? C'était fait à l'origine pour mutualiser. Le project bond, c'est fait pour dépenser. C'est une dépense un peu keynésienne. L'idée que l'Europe fasse de la dépense keynésienne et que les Allemands acceptent ça, elle est très faible. Néanmoins, il y a une marge de manœuvre qui est offerte parce que vous avez un certain nombre de grandes infrastructures dont on peut imaginer qu'elles peuvent avoir un retour sur investissement, notamment dans le domaine des data centers, de la 4G, dans le domaine des transports, etc., qui pourraient être assez facilement financés par les porteurs d'épargne longue en Europe, essentiellement les assureurs. Donc l'idée d'imaginer quelques centaines de milliards de project bonds, quelques centaines de milliards en partenariat public-privé, c'est-à-dire avec un retour sur investissement, avec 2 mécanismes. D'une part, une petite modification de solvabilité qui est la norme prudentielle en cours pour les assureurs, qui devrait être adoptée définitivement le 2 juillet par le Parlement européen pour faire une catégorie particulière d'investissements d'infrastructures, car effectivement, ce sont des investissements longs qui doivent être traités comptablement différemment. Et puis enfin, un petit mécanisme de rehaussement de crédit ou de garantie de crédit au travers de la BEI. Vous avez là un élément qui permettrait à Hollande de sauver la face, à Camunti d'être d'accord, aux Allemands d'être d'accord. Il n'en reste pas moins qu'après se pose la question essentielle. Monsieur Hollande, vous devez réduire dans les dépenses publiques et vous devez faire des réformes de structure. Plus vous ferez de réformes de structure, plus on vous donnera de temps pour la réduction de vos dépenses publiques. Moins vous ferez fait de réformes de structure, plus vous aurez une pression à couper dans vos budgets. Vous venez de dire qu'on va avoir un compromis qui ne sera pas un choc de croissance. Clairement, c'est pas avec ça qu'on va juguler les 24% de chômeurs espagnols, mais chacun sauve la face et on continue à avancer. Il y a quelques autres idées qui sont sur la table, qui sont le fonds de rédemption, qui sont la monétisation du droit de seigneurage de la BCE, etc. On verra peut-être sortir quelques autres idées. La monétisation du droit de seigneurage de la BCE. Oui, c'est Soros qui a lancé ça. C'est quoi? Jean-Marc Daniel, c'est lui le spécialiste pour expliquer. Non, mais c'est cette histoire. non, mais c'est d'utiliser effectivement le fait que ça coûte rien de faire de la monnaie pour la BCE. Donc d'utiliser, grosso modo, si on veut être clair, c'est d'utiliser les bénéfices que fait la BCE pour rajouter recréer de la masse monétaire à partir des bénéfices que fait la BCE. Mais ce que je veux dire concrètement, c'est qu'on voit bien que dans toutes ces mesures, Hollande, en fait, pour moi, est dans une situation où il va se heurter à 2 problèmes internationaux très très rapidement. Il va aller à Chicago au G8, d'abord au G8, mais surtout à Chicago au sommet de l'OTAN, et il va annoncer qu'il retire ses troupes d'Afghanistan d'ici à la fin de l'année. Oui. Et Obama a déjà dit qu'il n'en est pas question. Donc, première épreuve de force, est-ce qu'il va vraiment créer une crise au sein de l'OTAN? Deuxièmement, il va à l'Union européenne et il dit, moi je crée des eurobonds, je fais de la croissance et tout ça, et il va se heurter
au refus de Madame Merkel. Jamais les Allemands n'accepteront les eurobonds. Les eurobonds. Jamais. Et surtout le statut de la Banque centrale, que ce soit la monétisation, leur utilisation du droit seigneurage et tout ça, c'est une mécanique juridique extrêmement compliquée parce que le traité de Maastricht ne prévoit pas ça. Et on est au niveau du traité de Maastricht. Donc il faut modifier le traité de Maastricht. On ne peut pas modifier le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam comme ça d'un coup de baguette. Bon. Donc il se heurte à deux oppositions sur le plan international. Donc pour lui, c'est un enjeu crucial parce que il va essuyer deux refus. Donc, il va avoir vidé son programme puisqu'il va prendre par décret ces quelques mesures la semaine prochaine. Oh, mais enfin, c'est des mesures gadgets. Enfin, gadgets. Le blocage des prix de l'essence pendant 3 mois, c'est sympa si vous voulez. Dans 10 jours, il est à nu. Et donc, son vrai problème maintenant, c'est comment il va reprendre la main dans 10 jours. Parce qu'en l'espace de 10 jours, la Kazakh va fondre. Va être complètement à nu. Non, pas forcément. Pas forcément. On en parle. Oui. Olivier, est-ce que vous avez une solution à me proposer? Parce que vous me dites que les eurobonds, non, la BCE, non, la BEI, les fonds structurels, l'ouverture, la libéralisation des forces de croissance, libéralisation du marché du travail, libéralisation de l'offre. Qu'est-ce que vous achetez là? Parce qu'il faut bien trouver quelque chose, même si on est dans un débat passéiste des années 70, il va bien falloir donner du boulot aux gens et on ne va pas pouvoir vivre avec de la dette qu'on ne peut plus lever. Ah oui, mais ça, malheureusement, on risque d'être confronté à la dure réalité des marchés qui vont nous faire comprendre. Enfin, en tout cas, ils vont couper, ils vont probablement nous couper les vivres petit à petit. Enfin, en tout cas, peut-être pas nous en premier, mais enfin, on voit que l'Espagne est dans une situation dramatique. L'Italie va pas forcément beaucoup mieux. Et qu'est-ce que vont donner les taux d'intérêt de ces 3 grands pays de la zone euro dans les 3 mois, 6 mois qui viennent? Difficile à dire. Ça veut dire quoi, Olivier? Ça veut dire que la dévaluation n'est plus possible? L'inflation, le défaut, qu'est-ce qu'on fait? Les impôts, ils ont déjà été montés partout. Les armes ne sont pas éternelles. Il n'y a pas 25 000 solutions. Ah bah oui, il n'y a pas 25 000 solutions. Enfin, la question de fond, c'est est-on dans une crise de liquidité ou de solvabilité? Les deux. Quand ça commence effectivement. Par moment. Donc, quand on a le problème de solvabilité, il faut peut-être arrêter d'investir dans des structures qui vont s'effondrer. Ce qui est frappant de voir, c'est que depuis le début de cette crise, on est dans ce qu'on appelle en psychologie sociale une escalade d'engagement. C'est-à-dire vous prenez une mauvaise décision, les choses empirent, au lieu d'avoir le courage de reconnaître que les décisions étaient mauvaises, d'essayer de se mettre autour de la table, de comprendre pourquoi, de discuter, de trouver des solutions, on continue encore plus. C'est-à-dire, il y avait un problème de banque, les États sont venus au secours, il y a un problème dans l'économie, les États sont venus au secours, il y a toujours maintenant un problème des banques et de l'économie, maintenant les États sont en difficulté, la Banque centrale, on lui a tordu le bras pour qu'elle vienne au secours, maintenant la Banque centrale est en difficulté. La BCE, elle a 200 milliards d'obligations publiques pourries, dont 50 milliards d'obligations grecques, et le Parlement grec n'a pas l'air décidé à rembourser ces 50 milliards-là. Alors elle va faire quoi, la BCE? Ça sent un bon défaut en Grèce. La BCE, elle a 1000 milliards maintenant de dettes à des banques en difficulté qui... Enfin, en tout cas, il semble assez peu probable qu'elle puisse rembourser ces sommes-là dans 3 ans. Et donc, il va falloir qu'elle roule en permanence ces sommes-là, avec un problème de crédibilité, avec surtout des problèmes majeurs de tension entre pays européens. Comment va réagir l'Allemagne face à ces problèmes au niveau des banques centrales, vu l'importance que les Allemands accordent à leur gestion monétaire? Dans tous les pays européens, peut-être un peu moins dans les pays nordiques, il y a un problème, bien évidemment, de croissance et de frein à la croissance. Et lorsque vous faites une politique de réforme structurelle, ce sont des coûts de restructuration qui ne sont pas si simples que ça à supporter. C'est la raison pour laquelle les pays qui ont la variable monétaire, ce qui n'est pas le cas de la zone euro, en général, ça se règle par un ajustement un peu à la baisse de la monnaie. Les pays qui ont fait des réformes dans les 2 dernières décennies, généralement trouvaient l'argent sur les marchés, ils empruntaient un peu plus pour financer des réformes qui allaient avoir un retour sur investissement. Là, à l'intérieur de la zone euro, vous n'avez pas tellement de variables d'ajustement. La seule que l'on puisse, mais c'est un autre sujet, espérer, serait une baisse de l'euro. Quant à la croissance que propose Monsieur Hollande, il a raison sur le fond, sauf que la croissance, qu'est-ce que c'est? C'est du mélange de talent et de capital et d'investissement. Or, la politique qu'il propose, et c'est là où il va y avoir le vrai choc des réalités, sur la surfiscalisation et du talent, et la surfiscalisation du capital, au lieu de desserrer les freins, on s'apprête à freiner un peu plus fort.
On marque une pause. Il y a ce mail de Christophe qui m'écrit depuis la Suède. Votre émission fait un bien fou, dit-il. Ici en Suède, tout va bien. Vous ne vous imaginez pas à quel point les Suédois sont heureux d'avoir dit non au référendum sur l'euro. Vive la démocratie et le respect de la parole du peuple et de sa monnaie. Bonne continuation, signé Christophe. On va en parler dans un instant parce que François Hollande a dit qu'il voulait être le président de la jeunesse. Pour être le président de la jeunesse au bout de 5 ans, il faut libérer la jeunesse de la dette. Or, le meilleur moyen pour libérer la jeunesse de la dette, c'est de retrouver son arme monétaire, justement. Et donc d'avoir la possibilité de dévaluer pour que l'inflation règle une partie du problème. J'attends Jean-Marc Daniel sur ce terrain-là, mais quand je lis le mail de Christophe, je me dis que visiblement les Suédois ne sont pas malheureux d'avoir conservé leur monnaie d'origine. Il est 9h27. 9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Énormément de réactions d'auditeurs. Alors, il y a la croissance Merkel-Draghi-Monti, c'est plus de libéralisme, de déréglementation et au bout du compte, plus de précarité pour des populations asservies économiquement et captives des marchés, s'emporte à l'un. Comme les Suédois. Stéphane, salut à vos 3 invités qui sont tous excellents. Et on se fait insulter aussi généralement, donc de temps en temps ça fait du bien. Julien, c'est pourtant simple, il faut tailler dans les dépenses, nous avons une marge considérable. Et il ajoute, la taxation des plus-values sur la résidence principale est une solution pour réduire le déficit sans taper sur la jeunesse. Il y a Corinne qui, comme certains auditeurs d'hier, me demande en quelle devise ou en quelle matière elle doit changer ses euros. En argent, en or, en dollars canadiens, en roubles russes, en couronne norvégienne. Marc ? On répond à ces gens, ils ont raison. Est-ce qu'ils ont tort de se poser la question, tout simplement, Jean-Marc Daniel? Non, mais je pense qu'ils ont tort de se poser la question. D'accord. Oui, non. Non, mais simplement le fait que les taux d'intérêt allemands soient très très bas par rapport au reste, il y a quand même des gens qui changent, comme on vient de le dire, qui changent leur euro en marque. C'est-à-dire quand on achète de la dette publique allemande, implicitement on achète du marque. Ouais. Clairement, de toute façon, on voit que le Bund est en train de baisser encore. Encore, oui. Donc ça veut dire que les gens se précipitent vers le marque. Vous ne parlez plus de l'éclatement de la zone euro avec une possible sortie de la Grèce et du Portugal prévisible à moyen terme, se demande Jean-Pierre. On va en dire un mot, bien évidemment. Et puis il y a Gilles qui dit on décourage les talents, on les démotive, on les jalouse, on augmente les dépenses publiques, que l'on paye en augmentant la dette et on paye les intérêts en augmentant les impôts et on investit sur ceux qui ne produiront jamais de valeur ajoutée et on fait des incantations à la croissance, il n'y en aura pas, dit-il. Vous achetez cet avis un peu tranché ? Jean-Marc Daniel. Oui, on en a parlé sur l'histoire de la croissance. Effectivement, le côté incantatoire, le croissance, comme disait Olivier, la déesse croissance, on apporte, on va faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est de l'austérité. Et je pense qu'on n'arrive pas à un résultat. Ce que je trouve intéressant dans la remarque de l'auditeur, c'est que il y a une pièce latine quand j'étais au lycée que j'avais traduite où il y avait tout le temps le chœur qui disait qui spaghi. Est-ce que vous traduisiez des pièces latines ? Mais au lycée, j'étais obligé de faire ça, oui. Oui. Alors, et donc, il y avait le chœur qui, dans l'Antiquité, répondait toujours qui spagit, qui, dans latin, dit qui paye, qui, in fine, paye. Moi, je ne pense qu'à ça depuis des mois. Voilà, qui va finir par payer. Et donc, je pense que l'inflation, pour revenir à l'inflation, c'est une façon de faire payer le rentier d'aujourd'hui, mais aussi la génération d'après. Parce que dans la génération d'après, quand on si vous la libérez d'une surdette irremboursable. Oui, sauf qu'après, quand vous voulez vous débarrasser de l'inflation, c'est tous les travaux de Sergent et Wallace qui ont permis à Thomas Sergent d'avoir le prix Nobel l'année dernière. C'est qu'au moment où vous durcissez votre politique monétaire pour vous débarrasser de l'inflation, à ce moment-là, vous avez un ralentissement de croissance, une nouvelle dette qui apparaît et du chômage. Et donc, l'inflation d'aujourd'hui, pour Sergent et Wallace, c'est le chômage de demain. Donc, on fait toujours payer quelqu'un. Et l'inflation, c'est un système qui paraît indolore, mais qui est un système qui reporte dans le temps. Et donc, juste pour conclure là-dessus, je pense c'est mon obsession, celui qui doit payer, c'est le rentier. Alors, et le rentier, c'est pas forcément uniquement le détenteur de dette publique, c'est le rentier au sens ricardien du terme, c'est-à-dire celui qui s'est constitué dans le système qui a été un système d'endettement, qui s'est constitué des revenus qui ne correspondent pas à son travail. Donc, si on doit faire payer quelqu'un, c'est le rentier. Ouais, donc ça veut dire que c'est celui qui a un patrimoine, qui a de la pierre, globalement. C'est à ça que vous pensez. Non, mais ça peut être aussi, puisque dans le rentier, ou des œuvres d'art. Quand on baisse les revenus des fonctionnaires, c'est une forme aussi. Ou des professions protégées. Voilà, c'est les professions protégées. La rente, c'est très souvent, elle peut être le résultat d'une rente économique, mais elle est souvent le résultat d'une protection réglementaire ou législative. Ce qui veut dire que dans un pays comme la France, vous avez d'une part le fait que réduire la dépense publique, toute l'expérience internationale le montre, c'est pas mauvais pour la croissance, et surtout le fait que lever les freins, un peu dans l'hypothèse des réformes structurelles Cameron-Monti, alors c'est un peu long, c'est un peu compliqué, etc. Mais vous avez tellement de freins à lever en France, tellement de gens qui sont inoccupés, qui pourraient faire mieux, que vous avez un potentiel de croissance caché. Depuis 3 ou 4 décennies, l'État vit au-dessus des moyens des Français. Mais bonne nouvelle, les Français produisent en dessous de leur capacité.
Vous aviez dit, Jean-Marc, déjà, il n'y a pas 10 000 solutions pour s'en sortir. Il y a l'impôt qui fait payer le contribuable. Je crois que là, on y est. Hein. On a la rigueur qui fait payer le fonctionnaire. Ça va sans doute venir. Il y a l'inflation qui fait payer le rentier. Et il y a le défaut qui fait payer le créancier. Oui. Donc, c'est quand même ce qui résonnait sans qu'il l'ait prononcé, parce que c'est moi qui l'ai prononcé, ce que disait tout à l'heure Olivier Berruet. Oui, absolument. C'est quiz pagite. On a porté, effectivement, c'est ce que disait Olivier, on a porté le problème, on l'a repoussé devant nous. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui va payer. Et je pense que la vraie choix de politique économique et de politique tout court, c'est effectivement dans celui qui va payer, d'identifier celui qui, effectivement, est le moins porteur de croissance future. C'est donc le rentier. Avec une définition très très large du rentier. C'est-à-dire que c'est effectivement, on libéralise l'économie, on réduit la dépense publique, on fait en sorte que, effectivement, les gens qui sont les gens qui, en ce moment, n'apportent pas à la croissance l'équivalent de ce qu'ils reçoivent sous forme de revenus, doivent être ceux qui sont en premier pénalisés par le redressement. Ça impose à supprimer le statut de fonctionnaire ? En particulier, Olivier Berruet. Sur l'aspect rentier, c'est toute la question. Hein. Enfin, on est vraiment sur un scénario, ou en tout cas un jeu de qui va perdre des millions dans l'espèce. Concrètement, moi, j'ai tendance à penser que ça ne viendra pas de l'inflation, parce qu'on a l'inflation qu'on a en tête, c'est celle des années 70. La grosse différence, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de dette publique. Et à cette époque-là, les salaires étaient en bonne partie indexés sur l'inflation. En tout cas, il y avait un vrai pouvoir aussi de négociation des salariés. Déjà l'inflation, en plus, ça ne se décrète pas. Enfin, c'est pas un vote au Parlement. Imaginons que l'inflation qui est à 2, elle passe à 5. On arrive vraiment à faire un truc, parce qu'on dit 5%, ce serait pas mal. Elle passe à 5 là en quelques mois. Ma question est... C'était pas loin de la target d'Olivier Blanchard, qui allait jusqu'à 4. C'est une jolie target d'Olivier Blanchard. Le chef économiste du FMI Moi, j'ai français. juste une question. À quel taux l'État va emprunter sur les marchés ? Il y a 1700 milliards de dettes publiques, il faut en emprunter 500 milliards cette année. À partir du moment où vous contournez, quand même, il faut juste revoir le traité européen, il faut juste changer la constitution allemande pour refaire de l'inflation de façon élevée. À quel taux l'État va emprunter ? Aujourd'hui, il emprunte à 3 fois rien. Si vous êtes en train de dire au prêteur, tiens, je suis en train de me préparer à vous rembourser en monnaie de singe, donc l'inflation elle passe de 2 à 5, quel est le taux des obligations publiques françaises ? Enfin, moi, je vois pas par quel miracle ça passe pas à 10. Non, mais les marchés financiers ont appris depuis le milieu des années 70 à se protéger contre l'inflation. C'est-à-dire qu'immédiatement, si un État laisse marcher un peu la planche à billets pour fabriquer de l'inflation, immédiatement, il est sanctionné dans les taux d'intérêt. Donc, on oublie cette solution. Ouais, tout à fait. Je vais garder cette question pour tout à l'heure. Oui, alors, Olivier Berruet. Il y a 15% de la dette publique qui, en plus, maintenant, est indexée sur l'inflation. Oui, en plus. Je ferme la porte. Oui. Juste avant d'en venir à la solution, aux questions véritablement européennes, après le vote grec, comment se fait-il que cette fameuse horde des marchés qui devait nous attaquer le 7 mai ait été si silencieuse et que le taux à 10 ans sur l'OAT est reculé en dépit effectivement des premiers décrets qui seront pris, qui seront des décrets qui impliquent quelques dépenses, le blocage des prix des carburants pendant 3 mois, ou alors la location de rentrée scolaire augmentée de 25%, parce que c'est intégré ou la retraite. Parce que la victoire de Hollande, les marchés savent prévoir, hein. C'est même leur fonction. Elle est intégrée que depuis longtemps et ils n'ont jamais pas pensé... intégrée dans les taux justement, regardez. Pour l'instant, elle est intégrée et ils n'ont jamais pensé un seul instant que cette victoire allait soumettre la France à une attaque spéculative, comme on le disait à droite, dans les 2 heures, ou que les minarets allaient remplacer nos mosquées, nos églises, et que nous allions être obligés de manger de la viande halal. Je veux dire, il y a eu une exagération dans le trait. Monsieur Hollande a 200 jours devant lui. On dit toujours les 100 jours, en réalité c'est 200 jours. vous avez 100 jours qui viennent tout de suite pour les premières réformes, le collectif budgétaire, le CAP, et puis 100 jours grosso modo jusqu'à l'été, et puis ensuite jusqu'à Noël, avec 2 moments de vérité. Est-ce qu'il fera des bêtises au mois de juillet dans la session parlementaire, auquel cas la France sera soumise à une épreuve de vérité à l'été par les marchés financiers, ou s'ils font le fameux mois d'août, on a pris l'habitude. S'ils font des bêtises dans la période d'après, ce sera à Noël. Les socialistes ont tous les pouvoirs en France, sauf le contre-pouvoir des marchés, qui est beaucoup plus important que le pouvoir des municipalités. Vous pensez qu'ils auront une majorité franche et nette, voire absolue à l'Assemblée nationale ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis pour l'équilibre des pouvoirs dans tous les domaines, mais je dis simplement qu'il y a une corde de rappel. Que les gens qui tiennent cette corde de rappel sont plutôt des gens sensés, qu'on leur laisse un peu leur chance, que au fond,
tout président de la République se présente avec un petit volet dépenses. Il y a un petit volet dépenses de l'Hollande. Il est pas gros, là. Il est pas gros. C'est ce que j'appelle le golden hello. C'est-à-dire, on tolère un petit paquet de dépenses, un petit peu de fonctionnaires, la diminution symbolique du traitement du président de la République, une mesure d'équité qui n'est pas méchante et qui pourrait être mise en perspective d'une réforme plus profonde, d'une retraite par points sur ceux qui ont des carrières pleines. Bon, c'est supportable à ce stade. Je note une chose, c'est que Hollande, dans son discours à Tulle, a été extrêmement prudent. Il a eu l'intelligence de dire « voilà sur quoi je veux être jugé ». C'est important sur le plan politique parce que, en général, les Français vous élisent, mais ils ne vous laissent pas de cahier des charges très précis. C'est à vous de fixer le cahier des charges. Et le cahier des charges que se donne Hollande, c'est la justice et la jeunesse. La jeunesse. C'est moins contraignant que l'emploi ou les déficits. Donc, il s'est laissé une marge de manœuvre, une marge de souplesse pour adapter ses propositions aux réalités. En tout cas, c'est ce que sont capables de juger et d'espérer les marchés. Nous étions ici dimanche, il était 20h02 et j'étais avec autour de ce studio Edwige Chevrillon, François Langlais. Et François, au tout début, dès l'apparition du visage du nouveau président, a dit « Il n'est pas du tout impossible que ce nouveau président soit malgré lui l'artisan du retour en franc ». Vous allez me dire ce que vous en pensez, 9h45. Intégral Bourse, Jean-Pierre Berruyer, animateur du blog www.les-crise.fr. Jean-Marc Daniel, directeur de la revue sociétale, professeur à l'ESCP Europe et auteur de Ricardo revient. Ils sont restés keynésiens chez Bourrin Éditeur. Et Alain Madelin, le président du fonds La Tour Capital. Pensez-vous que François Hollande sera malgré lui l'artisan du retour au franc ? Écoutez, moi je ne pense pas, de toute façon, être l'artisan du retour au franc. Pas l'artisan, l'homme qui devra assumer. Voilà. Oubliez le mot artisan aussi. Je pense que personne ne peut, c'est ce que disait Mario Monti quand il a pris le pouvoir, personne ne peut être l'homme qui sera vécu par l'histoire comme étant à l'origine de l'explosion de la zone euro. Pas forcément à l'origine. Et donc, mais quand vous regardez... Quand les faits sont là, quand les faits sont têtus. Oui, j'entends bien. Quand vous regardez d'ailleurs la position de l'extrême gauche grecque, qui est favorable au maintien de la zone euro, leur discours c'est de dire, bon, on est les bénéficiaires de l'euro et tout ça, mais c'est de dire aussi, on ne nous fera pas porter le chapeau. C'est-à-dire que les Allemands assument leurs responsabilités. C'est eux qui ont... Donc il y a un discours très anti-allemand, c'est eux qui sont à l'origine de ce qui se passe, c'est eux qui sont en train d'exploser l'euro, qu'ils ne fassent pas en sorte qu'on puisse dire c'est les Grecs qui sont à l'origine de la zone euro. Non, nous sommes pour la zone euro, pour le maintien dans la zone euro. Donc, si jamais on arrive à une situation effectivement de blocage, de contradiction, de tension telle que un certain nombre de gens pensent que la solution c'est l'explosion de la zone euro, faire porter le chapeau, être celui qui assumera cette décision, ça sera extrêmement lourd à trouver et à organiser. C'est lourd à trouver, mais il est élu pour 5 ans et si les événements nous tordent le bras dans les 5 années qui viennent et qu'il y a des décisions à prendre, il n'aura pas le choix de... Voilà. Oui, on peut penser... Je ne dis pas du tout qu'il serait eurosceptique et qu'il nourrirait le désir de retrouver l'arbre monétaire pour l'évaluer. Pour reprendre un arbitrage que l'on fait sur les hommes politiques, notamment de gauche, il sera peut-être le témoin, mais pas forcément. Il sera certainement pas l'acteur. C'est-à-dire, il sera le témoin de l'événement, mais pas l'acteur de l'événement. Pour conclure sur ces marges de manœuvre, il y a une marge de manœuvre qu'il n'a pas par rapport aux expériences de gauche précédentes qui avaient été justement la dévaluation, c'est-à-dire que ce soit le cartel des gauches en 1924, le Front populaire ou Mitterrand, ça s'est terminé par une dévaluation. Là, il n'aura pas de dévaluation. Donc, il faut qu'il construise sa politique économique avec une marge de manœuvre en moins. Le deuxième remarque, c'est que dans les opposants... Vous pensez qu'il la regrette ? Je pense que je sais pas. Est-ce qu'il la regrette ? En tout cas, il a conscience parce que là aussi, les marchés n'ont pas attaqué. Enfin, c'est pas Chavez. François Hollande, c'est un garçon intelligent, brillant intellectuellement. Et en 81, on nous promettait les chars soviétiques. Il n'y a plus de chars soviétiques à débouler sur les Champs-Élysées. Donc on n'est plus exactement dans la même situation. Il y a une opposition à laquelle il va se heurter. Je pense qu'il ne mesure pas forcément. C'est le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a déjà rendu des décisions sur ce que c'était qu'une fiscalité confiscatoire et je pense que il sera un peu dans une situation où sur le plan juridique il sera surveillé de très près par les sages du Palais Royal et qu'il a là une marge de manœuvre que n'avait pas Mitterrand ou que n'avait pas Blum parce que ce Conseil constitutionnel a pris plus d'ampleur qu'il n'avait à une certaine époque. Il y a quand même beaucoup d'outils socialistes, canal historiques qui ne sont plus à sa disposition. Donc c'est un blocage de plus.
C'est-à-dire que vous êtes vraiment, quand vous n'avez pas la possibilité de l'inflation, quand vous n'avez pas la possibilité que la dévaluation, quand vous êtes effectivement bloqué par le pouvoir des marchés financiers et accessoirement, je suis d'accord, le pouvoir du Conseil constitutionnel, c'est extrêmement simple. Que vos auditeurs ne se méprennent pas sur ce que je vais dire, mais vous avez le choix entre deux politiques. J'exagère le trait, mais Thatcher ou Laval. C'est-à-dire la politique d'hyper-libéralisation de l'offre, qui peut être une politique social-démocrate suédoise, ou Laval, c'est-à-dire une politique de déflation, c'est-à-dire de baisse de tous les prix. Et il est évident que les politiques de déflation sont extrêmement redoutables pour la démocratie. C'est d'ailleurs sur cette politique de déflation que Mélenchon a déjà pris date. S'il y a une politique de déflation, je ne serai l'homme qui dira non, et il va tout faire pour éviter cette politique de déflation. C'est pour ça qu'il y a quand même un petit espoir pour que, au fond, Hollande se schröderise ou se bérégovoise. Ça va dépendre aussi des résultats des élections législatives et surtout de ce qui sera fait après en réforme de structure et notamment dans l'introduction de la proportionnelle, puisque pour qu'il puisse se schröderiser ou se bérégovoiser, encore faut-il que la droite et la gauche échappent au poids de leurs extrêmes, à savoir le Front National et les pseudopodes à l'intérieur de la droite, ou Mélenchon et ses pseudopodes à l'intérieur du Parti Socialiste. Donc il faut qu'ils se donnent les armes institutionnelles d'avoir cette politique, j'allais dire, de gouvernement au centre-gauche. La réponse, elle sera dans les 200 jours. Dans les 200 jours. Alors, l'événement qui remet cette question de l'euro en risque, c'est l'événement grec, Olivier Berruyer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore la possibilité de trouver une solution européenne à la question de la Grèce, qui serait donner plus de temps? Aujourd'hui, on leur a demandé d'être à 3% de déficit public fin 2014. Ils doivent en théorie recevoir au mois de juin 30 milliards d'aides nouvelles financières venant directement de l'Europe et pas des marchés. Donc donner plus de temps, refaire une nouvelle restructuration sur la dette, ou est-ce que là, maintenant, ils vont revoter, en théorie. D'ailleurs, sans doute en même temps que nos législatives le 18 juin. Il y a eu effectivement beaucoup d'abstention, 35% d'abstention. Est-ce que ça peut faire changer le résultat? On ne sait pas. La Madeleine me disait tout à l'heure, généralement, l'abstention réitère le produit du premier tour, enfin de la première élection, sans fondamentalement changer les équilibres. Est-ce que la Grèce peut rester encore dans la zone euro, à votre avis, Olivier? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas la faire sortir. Et qu'ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas sortir. Et qu'ils ne veulent pas trop sortir. Le deuxième petit problème, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Les 2/3 des électeurs ont dit on ne soutient pas les mémorandums européens, on ne veut pas de l'austérité. Ce qui se comprend, la Grèce est vraiment en dépression profonde et en décomposition économico-sociale. C'est la cocotte minute sans soupape. Donc ça c'est en effet un gros problème. Début novembre, ici même, je me réjouissais de la proposition de référendum de Papandréou. On m'était un peu tombé dessus. Avant de prêter 130 milliards de plus à quelqu'un, il faut peut-être s'assurer déjà au moins qu'il veut bien vous rembourser, avant même de se demander s'il peut vous rembourser. Bon, là, les Grecs, ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas. Donc on se retrouve dans une situation politiquement explosive au niveau européen, puisque c'est sans doute la première fois qu'on a un État qui se retrouve endetté à un tel niveau auprès d'autres États. Que la Grèce a fait défaut, certes, mais défaut auprès de ses prêteurs privés, mais immédiatement, comme ça mettait tout son système financier en l'air, tous les pays européens sont revenus et ont reprêté de l'argent. Donc en clair, la Grèce doit à peu près autant d'argent qu'avant son premier défaut. C'est-à-dire qu'elle se dirige vers un deuxième défaut, cette fois défaut envers la France, envers l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, avec les conséquences sympathiques qu'on imagine. Donc, ce qui se passe en ce moment à Athènes est à mon sens, explosif pour l'ensemble, pour l'existence de l'euro, peut-être, en tout cas pour le maintien d'un marché obligataire public un tant soit peu efficient, ça risque d'être dramatique. Au niveau de l'euro, vous avez dit, est-ce que François Hollande va être celui qui va nous ramener au franc? Pas qui va nous ramener au franc, qui devra malgré lui assumer un virage historique de l'histoire monétaire de l'Europe. Voilà. Je n'ai jamais dit qu'il était partisan. Bien sûr. De toute façon, les seuls qui déclencheraient ça seraient forcément les Allemands. Enfin, on imagine bien que ce n'est pas les Français qui spontanément se lanceraient là-dedans. Moi, j'ai tendance à penser que c'est probable. Dans mon analyse, l'euro souffre quand même de déficiences congénitales majeures. Déjà, évidemment, imaginer et mettre dans une même monnaie la Grèce et l'Allemagne, ça tient plus de l'imbécilité profonde que d'une gestion rationnelle. D'accord, mais on y est là, Olivier. La Guadeloupe et la France. La Guadeloupe et la métropole.
Ouais, mais je vais venir. Mais profondément, il y a aussi un problème à avoir la France et l'Allemagne dans une même monnaie. Alors il y a deux solutions. Il y en a que deux. Soit ça explose, comme ont explosé à peu près toutes les monnaies uniques sans constitution d'un vrai pays en même temps. Soit ça peut tenir. Et pour que ça tienne, c'est-à-dire que c'est forcément... Il faut évidemment aller vers une Europe plus fédérale. Et ça, tout le monde dit oui, Europe fédérale, ok. Mais ça veut dire multiplier le budget européen par 10, sans doute. Donc transférer la moitié des ressources de l'État français à l'Europe. Et ça veut dire surtout accepter de payer des impôts pour les transférer immédiatement à la Grèce, et pour l'Allemagne, accepter de les transférer à la France, puisqu'il faut compenser dans ce cas-là les déséquilibres. C'est ce que fait la Guadeloupe et la France. Ces deux solutions peuvent tenir. Après, la question, elle est plus vraiment économique, quel sera le choix politique ? Moi, j'ai pas l'impression que les Allemands, ils aient vraiment envie d'aller payer beaucoup plus d'impôts pour le donner aux Grecs. Je suis un peu comme vous, j'ai pas l'impression. Ni pour les Français. Et si vous arrivez à cette conclusion-là, et ça, c'est-à-dire que c'est des transferts massifs qu'il faudrait faire à un horizon de 6 mois, 1 an, 2 ans, hein, c'est pas dans 10 ans. C'est pas les marchés qui vont soi-disant nous laisser du temps, réfléchir, avoir confiance. Les marchés, c'est des prêteurs où ils ont confiance dans les 6 mois qui viennent, où ils ne prêtent pas d'argent. Donc oui, François Hollande risque d'être celui qui, bien malgré lui, va voir revenir des monnaies nationales. En tout cas, espérons moins que s'il y avait un tel recul, il n'y en aurait pas 17. On pourrait revenir quand même à 2 ou 3 monnaies dans la zone. Ce serait beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficient pour redonner un minimum de soupapes. Et j'ai tendance à penser aussi que si cette hypothèse se matérialisait, ce serait sans doute le dernier président de la 5e République. Jean-Marc ? Oui, non, je suis assez d'accord qu'on est quand même dans une situation où la pérennité de l'euro repose sur des critères politiques, c'est-à-dire sur un sentiment national européen. C'est-à-dire, il y a un moment donné où il faut être... Je ne l'ai jamais perçu. Et c'était quand même l'objet initial du projet européen. Et c'est comme ça que Jean Monnet le concevait. Jean Monnet, Jacques Delors avaient un sentiment européen. C'est-à-dire pour eux, il s'agissait non seulement de garantir la paix en Europe, mais Jean Monnet le disait lui-même, c'est pas l'Europe c'est pas la construction européenne qui garantit la paix, c'est l'OTAN et c'est la présence américaine qui garantit la paix en Europe. En revanche, à partir de cette paix, on peut construire quelque chose de nouveau qui va s'asseoir sur une culture partagée, sur une histoire qui a été heurtée mais qui a été partagée, et sur un sentiment national qui va émerger. Effectivement, je pense que par rapport aux intentions initiales de Jean Monnet, on est maintenant plutôt en recul. Et la vraie question, c'est par-delà l'euro, c'est quel est le véritable projet des 27 pays qui sont maintenant associés. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu des élections en Serbie, et les Serbes ont voté pour un candidat pro-européen. Donc l'Europe, c'est une situation, c'est une citadelle au sens des Chinois, c'est-à-dire ceux qui sont dehors veulent rentrer, et ceux qui sont dedans veulent sortir. Et donc, il y a quelque chose qui est bancal dans le projet. Donc, il faut maintenant le redéfinir, le repenser, le pérenniser au-delà de l'euro. Il est 8h58.